Bonjour à tous. Nous allons regarder ensemble les questions sur le texte de Pétrarque à la page 156 de votre manuel. Normalement, vous aviez à lire ce poème plusieurs fois et à répondre aux questions 1 à 7. D'accord ? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de le faire et de revenir vers cette correction après. D'accord ? C'est très important pour vous d'essayer de le faire tout seul avant d'écouter cette correction. Donc en fait, dans cette analyse de texte, on va essayer de voir comment est-ce que Pétrarque, donc le poète, célèbre ici sa muse, l'amour, mais également la poésie. D'accord ? Ça serait notre projet de lecture, notre problématique. Et dans le cadre de cette analyse, on va, analyser, disséquer notre texte en deux grandes parties. La première partie, ça serait, on va voir comment le texte fait ressortir un amour très ambivalent, avec des sentiments très différents, voire même des sentiments qui s'opposent. Ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on va voir que Pétrarque utilise un sonnet pour célébrer la muse et pour célébrer la poésie. Alors avant tout, la muse, qu'est-ce que c'est ? Une muse, en fait, c'est vraiment ce qui sert d'inspiration pour un artiste, quel qu'il soit. Alors, ce n'est pas forcément une personne, mais en tout cas, la muse, l'inspiration, elle est souvent évoquée sous les traits d'une femme. Alors parfois, il s'agit d'une vraie femme, parfois, il ne s'agit pas d'une vraie femme. Alors, petit rappel, vous avez vu, là, il s'agit d'un sonnet, donc avec une forme assez particulière, mais on va revenir là-dessus très très vite. Donc en fait, en quoi est-ce que ce poème est un poème d'amour ? Bon, on le voit, le poète ici, il célèbre clairement le sentiment amoureux. Depuis sa naissance, depuis la naissance du sentiment amoureux, jusqu'au plaisir de chanter, regardez ici, au nom de sa dame. D'accord ? Alors, on vous demandait de relever l'anaphore qui structure le poème. Alors, l'anaphore, je pense que vous l'avez vue, elle est ici, d'accord ? L'anaphore, vous savez, c'est lorsqu'on répète un mot en début de strophe ou en début de paragraphe, d'accord ? Donc, regardez ici, vous avez que béni, béni, béni et béni, d'accord ? Qui revient. Donc, ça s'appelle une anaphore et ça structure le poème parce que regardez, ça démarre à chaque fois en début de strophe. Donc, on utilise en fait un participe passé, c'est le verbe bénir, d'accord ? Et ici, ça vient une bénédiction, vous savez ce que c'est une célébration, on rend hommage, on remercie. Donc en fait, ici, le poète, il vient rappeler qu'il est en train de célébrer dans la première et dans la deuxième strophe un moment assez particulier de la naissance de l'amour, c'est ce qu'on appelle en italien l'innamoramento. D'accord ? Donc c'est un moment très particulier, c'est la naissance, le tout début du sentiment amoureux. Et donc on voit bien dans cette première... alors si on regarde par exemple la première strophe, on va voir qu'il y a dans le premier quatrain, il y a l'instant du premier regard qui l'a beaucoup marqué. Vous voyez, il dit soit le jour, le mois, l'année, la saison, le temps et le moment. Donc on voit bien que c'est marqué vraiment dans le temps et il parle de deux beaux yeux. Donc là, en fait, il est juste en train de parler de l'instant du premier regard. Donc vraiment la naissance de son amour. Dans le deuxième quatrain, ici, il se remémore en fait comment le sentiment amoureux s'est déployé en lui. Regardez, il parle du premier doux tourment, d'accord, que je sentis pour être avec amour lié. D'accord ? C'est un véritable coup de foudre ici qui s'opère. Et d'ailleurs, on le voit bien, regardez ici l'image de l'arc et de la flèche pour désigner l'amour. Et l'amour, en plus, ici, est magnifié parce que regardez, il y a un A majuscule, très important.
d'accord? Et puis surtout, il a été transpercé par la flèche de l'arc, et ça lui a fait une plaie qui est pénétrée dans son cœur, d'accord? Donc voilà un petit peu, les deux premiers quatrains, vous voyez, on parle de la naissance de son amour, et puis après, l'instant du premier regard, et puis après, comment le sentiment amoureux est arrivé, est tombé en fait sur lui. Ensuite, on vous demandait, c'était dans la question 3, de relever le champ lexical de la souffrance et comment est-ce que la joie et la douleur cohabitent en fait dans ce poème. On vous demandait de relever une antithèse ou un oxymore qui mettent en valeur ces contradictions. Alors bien sûr, vous êtes allé voir, si vous avez oublié vos leçons de l'an dernier, vous êtes allé voir ce que veut dire antithèse et vous êtes allé voir ce que veut dire oxymore. Ça, je compte sur vous, on en a déjà parlé en classe. Donc en fait, ici, Pétrarque, il exprime vraiment l'ambivalence du sentiment amoureux et il fait cohabiter effectivement le champ lexical de la joie et celui de la douleur. Regardez ici dans le vers 3, il dit qu'il fut atteint, d'accord? Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il nous parle de tourment, d'accord? Le tourment, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose, enfin c'est plutôt de la souffrance. Il nous parle également, au verset 7, il dit qu'il est transpercé. On est encore dans le champ lexical de la souffrance, et il parle de la plaie qui pénètre au-dedans de mon cœur. Voilà. Au vers 11, il parle de ses soupirs et de ses larmes. Donc là, on est aussi dans le champ lexical de la souffrance. Alors, on voit bien que du coup, il y a une contradiction parce que d'un côté, il nous parle d'un sentiment amoureux, d'un coup de foudre, et il y mêle beaucoup de souffrance. Regardez cet oxymore ici, le premier doux tourment. Le premier doux tourment, c'est un oxymore parce que ça exprime à la fois la douceur du sentiment amoureux, vous avez l'adjectif ici doux, d'accord? Donc la douceur du sentiment amoureux qui vient de naître, mais aussi sa violence parce qu'il nous parle de tourment, et le tourment en fait c'est une grande souffrance. Donc voilà un petit peu, si on veut analyser en fait l'amour ambivalent, voilà comment est-ce qu'on aurait pu faire. Maintenant, on va voir comment le sonnet célèbre la muse et la poésie. On vous demandait de montrer que les deux dernières strophes fonctionnent ensemble. Et on vous demande de quoi est-ce qu'elles parlent. Donc, les deux dernières strophes, elles sont ici, ce sont des tercets. Elles fonctionnent bien ensemble et d'ailleurs, ça suit le mouvement traditionnel du sonnet. D'accord ? Dans le sonnet, vous avez toujours deux moments. Le premier moment, c'est les deux quatrains. Et le deuxième moment, c'est les deux tercets. D'accord ? Donc en fait, entre le premier moment et le deuxième moment, ici, au tout début là, du vers 9, on appelle ça la volta. C'est le moment charnière en fait entre les deux, les deux parties en fait du sonnet. Et puis après, le dernier vers, c'est ce qu'on appelle le concetto. C'est la chute, c'est le point final du sonnet, du poème. D'accord ? Donc en fait, ces deux dernières strophes, parce que c'est ça qu'on va maintenant analyser, elles louent en fait moins l'amour. Là, il n'est plus trop question de l'amour ou de la femme aimée. Là, on est vraiment dans une forme de célébration. Et de célébration grâce aux mots. Regardez ici. Bénis soient à jamais les mots, d'accord, que j'ai sans nombre répandus pour clamer le cher nom de ma dame. D'accord ? Donc ici, le poète se réjouit du fait de chanter son amour et sa dame. Donc c'est plus tant son amour qui compte ici, c'est le fait de chanter son amour, de proclamer son amour grâce aux mots. D'accord ? Et ici, c'est la même chose, regardez. Et béni à jamais toutes les écritures. Voilà, donc ici, on parle de mots, on parle d'écriture. On n'est plus dans l'analyse du sentiment, on est vraiment
dans la célébration des mots. D'accord ? Alors, on vous demande également comment le poète rend hommage à sa muse. Donc ici, on voit bien que le poète rend hommage à sa muse par les mots que j'ai sans nombre. D'accord ? Les mots que j'ai sans nombre, ici. Hop. Toutes les écritures, on l'a dit tout à l'heure, c'est grâce à ça qu'il rend hommage. Et en fait, par extension, c'est la poésie ou le chant. D'accord ? C'est pas seulement des mots, c'est pas seulement des écritures. Hein. En fait, lui, il s'agit pour lui d'honorer le nom de la femme aimée. Hein, il nous parle du cher nom de sa dame. D'accord ? Et il en fait l'éloge. Regardez, il lui donne un grand renom. D'accord ? Donc il fait l'éloge en fait du nom de sa dame. Il veut participer à sa renommée, il veut participer à sa gloire. Et en fait, celle-ci, elle joue pour le poète le rôle d'une muse en fait, parce qu'elle occupe, regardez, elle occupe toute sa pensée. D'accord ? Et c'est ça qui inspire sa poésie. Alors, le champ lexical de la poésie, on le voit, c'est dans l'écriture et le chant, on l'a vu ici, donc c'est les mots, l'écriture, voilà, les mots que j'ai sans nombre, toutes les écritures, je donne un grand renom. Voilà, on a ici le champ lexical de la poésie, et c'est par ce biais-là qu'on voit qu'il célèbre ici autant la poésie que son amour. Ce n'est plus l'amour ici qui est en première place, c'est vraiment la célébration de l'amour. D'accord ? On voit également, regardez, avec l'anaphore là, de bénir, d'accord ? Béni soit, béni soit. Vous savez que bénir, en fait, étymologiquement, ça veut dire dire du bien. D'accord ? Et donc ça confirme vraiment l'enjeu du poème. Et que l'enjeu de ce poème, c'est bien la célébration. D'accord ? Dire du bien. Alors, c'est vrai que si dans les deux quatrains, le poète met en valeur la naissance du sentiment amoureux, dans les deux tercets, il célèbre davantage la poésie, plus que l'amour, et on le voit bien par la présence du champ lexical de la poésie. Le poète ici se réjouit de pouvoir chanter l'amour et de magnifier, d'accord, celle qu'il aime. Alors, en conclusion, il s'agit bien ici d'un sonnet qui met finalement à l'honneur le poète lui-même, sa poésie, d'accord ? Il rend, en effet, lorsqu'il rend hommage aux mots, aux écritures et aux chants qui lui permettent de louer sa dame, d'accord, de magnifier sa dame, de mettre en avant sa dame, Pétrarque, il célèbre en fait sa propre poésie. Et il désigne indirectement le poème qu'il est en train d'écrire et que le lecteur est en train de lire. Dans ce sonnet, il fait entendre précisément ses soupirs, ses larmes et son désir. Regardez, c'est ici. Mes soupirs, mes larmes et mon désir. Il s'agit donc d'un poème métapoétique, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur la poésie elle-même. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous faites comme d'habitude, vous notez dans votre classeur et je répondrai à toutes vos questions lorsqu'on se reverra. Merci, à bientôt.